Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous. Vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Mais aujourd'hui, et ça commence à devenir un petit peu une habitude finalement dans cette saison, on va pas vous parler de plein de sujets différents, on va faire un gros focus sur un événement qui est assez important, assez fondateur finalement dans notre 20e et 21e siècle. Je veux bien évidemment parler de la Première Guerre mondiale. Car oui, nous on enregistre le 15/07/2024, mais l'enregistrement sortira probablement début août avec l'entrée en guerre, des 110 ans de l'entrée en guerre de la France dans ce conflit. Et j'ai des gens qui parlent dans ma rue que vous devez entendre, je pense, dans le micro. Donc, je vais vous demander si vous allez bien. Vous allez pouvoir répondre, Franck et Mika, pendant que je ferme ma porte. Est-ce que vous allez bien ? À toi l'honneur, vas-y Franck. Ah bon? Oui. Oui, voilà une réponse bien informelle et pourtant elle dit ce que nous avons besoin d'entendre, que tu vas bien et c'est l'essentiel. Je suis vraiment content que vous alliez bien, les gars. J'entendrai ce que vous avez dit au montage. Nous ne savons toujours pas si Mika va bien. Ah merde, d'accord. Ah si, je vais très bien. Oui, je suis content. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré, donc ça me fait plaisir. Oui, c'est vrai que ça fait un petit surtout moment, que ça me fait pour plaisir. une fois, j'ai préparé quelque chose. Et ça, c'est la beauté. C'est la beauté de ça, c'est que tu viens avec un truc. Mais souvent, quand on parle de guerre, tu viens avec des trucs, en fait, ça qui est assez paradoxal. C'est pas toujours le cas. Alors déjà, moi j'aime beaucoup il est vrai que j'aime beaucoup l'histoire. Je crois que t'allais dire j'aime beaucoup la guerre. Non, j'aime beaucoup l'histoire militaire parce que je trouve que on retrouve beaucoup, enfin en fait l'intégralité de des héritages qu'on a. Ça nous vient généralement des guerres parce que dans chaque chose malheur est bon, c'est ce que j'aimerais pouvoir vous dire. Mais non, généralement il y a que des choses malheureuses dans la guerre. Mais on va nuancer tout ça, ne vous inquiétez pas. Mais ouais, j'aime bien savoir d'où on part pour savoir où on va. C'est vrai, c'est un peu le travail de l'historien aussi d'une certaine manière. Et justement, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on aille du plus général au plus en zoomant finalement, on va dire, sur quelque chose qui est intéressant, c'est les causes de la guerre. Si cet épisode vous plaît, les auditeurs, les auditrices, tout le monde, ce qu'on vous propose, c'est peut-être une fois par an de parler du conflit de la Première Guerre mondiale, en commençant par du coup de 1914, puis l'année prochaine 1915, 1916, etc., etc., etc. Donc si ça vous botte, on peut faire ça, et si ça vous botte pas, on verra si on le fait quand même ou pas. Et Voilà. ben on le fera quand même parce que de toute façon vous n'êtes pas là pour nous répondre. Et puis de toute façon, généralement vous mettez pas de commentaires. Donc si vous voulez prouver que vous mettez des commentaires, mettez un commentaire. Donc ce que je vous propose, c'est mec, en roue libre. Un syllogisme, c'est quoi? Si vous voulez montrer que vous mettez des commentaires, mettez un commentaire. Donc moi ce que je vous propose donc c'est de vous faire un petit quiz qui va revenir sur les causes, on va dire, de la Première Guerre mondiale, en tout cas certaines causes, parce que c'est un conflit qui est c'est un petit peu compliqué de démêler un peu ce plat de spaghetti, se dire bah c'est la faute à qui finalement. Alors je sais que certains d'entre vous ont des idées et je vous laisserai vous exprimer tout à l'heure. Mais en attendant, si vous êtes prêts, du coup on peut y aller. Allez. Feu. Si je peux m'exprimer ainsi, bien entendu. Pas boum. Question numéro 1. De quels États sont composés respectivement la Triple Alliance et la Triple Entente? Ça c'est simple. En 1914 à l'entrée de la guerre, bien sûr. Tu préfères l'Alliance ou tu préfères l'Entente? On répartit. Vous en faites chacun un. Bah, c'est-à-dire que la réponse est assez, je pense, pour nous deux, est assez évidente. Vas-y, à toi l'honneur. C'est pas du tout évident pour Mika. D'accord. Si. Alors on va faire celui où il pourrait y avoir un doute dans la tête de certains. La Triple Alliance, c'est l'alliance entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Il s'agit d'une alliance défensive, exclusivement défensive, et assez instable, puisque c'est basiquement les Allemands qui ont forcé les Autrichiens et les Italiens à la signer entre eux, mais comme les deux se détestent, fonctionne pas. on verra la suite plus tard. Oui, puisque effectivement la triplice du coup a duré de 1882 à 1915. Donc on verra tout à l'heure, ou on verra l'année prochaine, ce qui se passe en 1915 pour qu'on en y arrive là. Et Mika, t'as une idée du coup qui compose la Triple Entente maintenant qu'on a parlé de la Triple Alliance? Eh bien, les ennemis d'hier sont les alliés d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la France, Oh. de l'Angleterre et alors là, tenez-vous bien, accrochez-vous Voilà, au je slibard. suis accroché à mon siège. Alors là, j'espère que vous êtes prêts. Oui. La Russie. Et de la Russie, exactement. Je rajouterais que c'est pas à proprement parler une vraie grosse alliance comme la Triplice, c'est plutôt une combinaison d'alliances. L'entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni, l'alliance franco-russe et les accords de la convention anglo-russe qui forment à eux trois finalement ce qu'on peut appeler la Triple Entente. Donc bien joué,
Question assez facile pour les amateurs de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Mais maintenant, question numéro 2. Quel est l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale? Je parle pas des causes en amont, je parle de l'élément qui fait que tout d'un coup les gens ils disent « Oh oui, on va se taper dessus !» C'est bon archiduc. Ce bon archiduc. Tout à fait, tout à Ou fait. plutôt un jeune serbe, puisque Oui, plutôt, oui. un jeune serbe, un jeune austro-hongrois de nationalité serbe. Exactement. Est-ce que vous vous souvenez de son nom du coup à ce gars-là? Ah, Oui, non. Franz Ça, Milosevic. Alors de tête, je suis pas sûr. C'est C'est pas Franz Gavrilo, Milosevic. Ah non, Gavrilo Princip, qui du coup est un nationaliste serbe qui est responsable de l'attentat de Sarajevo le 28 juin 1914 avec l'assassinat de François Ferdinand. Exactement. Et de sa femme. Tout à fait. Question numéro 4. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'union sacrée? J'aimerais répondre évidemment, mais je veux dire une connerie, alors vas-y, je te laisse y aller. Hein. Alors, Vas-y, si je ne m'abuse, il s'agit de l'union politique en France qui fait que tous les partis politiques, en tout cas la majorité des partis politiques, puisqu'en réalité il serait faux de dire tous, acceptent le principe d'un gouvernement national durant la guerre et jusqu'à la résolution de celle-ci, afin de se concentrer exclusivement sur le conflit. tout à fait, exactement. Puisque les Français ont quand même un peu peur du risque de division. Mais cette union sacrée n'est pas complète et totale, puisqu'il y a quelques personnes au tout début du conflit, notamment un certain Jean Jaurès, qui milite activement pour empêcher le conflit, et qui, en l'occurrence, pour notre regretté Jaurès, ne pourra même pas, entre guillemets, voir s'il aura eu le choix de participer à cette union sacrée, puisqu'il est assassiné juste avant le début de tout ce merdier. Effectivement. Coïncidence Mhm. Je ne crois pas. Alors, je rajouterais que le terme fut utilisé pour la première fois à la Chambre des députés le 4 août 1914 par le président de la République Raymond Poincaré dans son message aux deux assemblées. Question numéro 5, même si t'as quand même carrément répondu à la question, un homme politique est assassiné quelques jours avant l'entrée en guerre de la France, lequel? Bon, bien évidemment, le socialiste Jean Jaurès. Il était au restaurant vers 21h et il s'est pris 2 balles dans le corps. C'est le 31 juillet. Suite à sa mort, alors qu'il s'opposait à la guerre, l'union sacrée devient visiblement possible et la France rejoint le conflit le 3 août, donc très peu de temps après. C'est curieux. Je ne pense En pas. plus, on notera que son assassin d'ailleurs, après de mémoire, il faudra vérifier, mais de mémoire, son assassin n'est pas condamné à mort, ni guillotiné, et il finira par sortir de prison, et il sera assassiné bien des années plus tard, et je crois que c'est en Espagne que cet individu sera assassiné par un partisan de Jaurès, par vengeance. Comme quoi, tout vient à point à qui c'est attendre. Oui, ou plutôt on a voulu le faire taire pour pas qu'il dévoile les vraies vérité. raisons de l'assassinat de Jaurès. Enfin, bref. Alors, La véritude. question numéro 6. Quels sont les 2 pays qui tentent de prendre le contrôle des mers au début du XXe siècle dans une course effrénée à l'armement naval? Alors la réponse, pareil, elle pourrait être évidente, oui. mais je pense qu'il y a du détail un peu plus que ça, et c'est un peu compliqué de répondre 2. Mais Là, je suis vraiment allé au plus simple. Hein. Il y a l'Angleterre, c'est évident. L'Angleterre, exactement, tout à fait. Voilà. Royaume-Uni. Mais le deuxième, j'aurais tendance à dire les États-Unis, mais Eh bien, Et ben en fait, vas-y, alors, Franck. si on a la réponse classique, c'est le Royaume-Uni et l'Allemagne. Tout à fait, Ils font exactement. une grande course au Dreadnought, c'est-à-dire ces super croiseurs de combat, super armés, des trucs gigantesques qui d'ailleurs ne serviront quasiment pas, parce que voilà, c'est bien de balancer son fric dans des super armes qui vont patienter dans un port. Mais la réponse de Mika est tout à fait légitime dans le sens où les États-Unis sont en pleine croissance, même s'ils sont encore très très loin d'être une grande puissance militaire. Et on pourrait en fait citer d'autres puissances navales, notamment parce que l'Italie a quand même l'intention de devenir hégémonique en Méditerranée, parce que le Japon a l'intention lui-même de devenir hégémonique dans le Pacifique. D'ailleurs, il a écrasé les Russes quelques années au préalable à cet effet. Donc en soi, même si on pourrait dire plus facilement que le Royaume-Uni se sent menacé par la course à l'armement de l'Allemagne, c'est loin d'être les 2 seuls acteurs de ce front-là. Eh ben, excellente réponse, Franck. Alors, la question très bon élève. Hein. il est fort, il a bien réalisé. Question numéro 7 qui est un peu plus compliquée. Qu'est-ce que le Drank nach Osten? Et oui, alors là... C'est la poussée des Allemands, notamment de l'Empire austro-hongrois, vers l'Est et vers le Sud-Est, notamment vers les Balkans.
dans un but de colonisation et qui démarre en fait il y a très très longtemps, Ça fait au XIIe siècle. à partir du Moyen Âge, afin de petit à petit s'implanter, en sachant qu'il ne s'agit pas au démarrage d'une politique de colonisation comme on pourrait l'entendre dans des termes modernes, y compris dans les termes du 19e siècle, mais plutôt d'une politique d'implantation afin de créer des points forts, des points de force commerciaux et militaires. Et en sachant que certains souverains, y compris des petits royaumes, notamment du royaume valaque par exemple, Mhm. ou du royaume hongrois, vont volontairement implanter ces migrants allemands, parce que ceux-ci sont souvent très qualifiés et qui leur permettent d'obtenir ainsi de sacrés avantages économiques. Si vous vous intéressez notamment à l'histoire d'un certain Vlad Tepes, il a toute une histoire de problème avec les minorités allemandes en question dans les Carpates. Et en fait, on se rend compte que ces petits migrants allemands, au XVe siècle, ils ont un impact économique et politique déjà assez important. Et alors, évidemment, à l'ère des nationalismes, C'est le Serbe. Eh oui. parce que ça veut dire qu'il y a des petites poches de nationalisme partout qui se recoupent dans tout un tas d'endroits, notamment dans ce qu'on appelle le Banat, petite région coincée entre la Serbie, la Hongrie et la Roumanie, où les trois nationalités cohabitent, entre guillemets, avec des Allemands. Yes. Ce qui fait qu'il n'y a absolument aucune majorité et que donc tout le monde revendique d'être l'unique propriétaire du territoire. Trop bien. Bien évidemment. Ça fait un cocktail explosif. Ah, et un écho tout trouvé à notre actualité. Alors, question numéro 8. Il n'y a plus que 3 questions, parce que j'en ai fait que 10. Quel danger plane sur les colonies franco-britanniques à la veille de la guerre? Eh bien, justement, on en parlera tout à l'heure, mais nous parlerons d'un général allemand qui a fait peser un sacré danger. Mais c'est pas la réponse que t'attendais, donc on en parlera plus tard. On ouais, stoppe En réalité, c'est un peu la réponse que j'attendais, puisque un danger croissant pour les colonies françaises, c'est la montée en puissance justement du colonialisme allemand, qui tente de rattraper son retard. Cette volonté expansionniste s'explique en partie par une augmentation de la démographie depuis 1870, mais aussi une augmentation de la richesse industrielle et agricole. L'Allemagne fait partie des plus grandes puissances du monde à la veille de la Première Guerre mondiale, et il faut pas l'oublier malheureusement. Ouais, alors après, je me mettrais un peu en faux là-dessus, Ouais. dans le sens où oui, effectivement, l'Allemagne est une grande puissance, mais c'est avant tout une grande puissance métropolitaine. Ces colonies sont, pour une bonne partie d'entre elles, très mal équipées, très mal Ils sont pas encore au point. Ouais. Et même, c'est pas qu'une histoire d'être au point, c'est-à-dire que même si, mettons, l'Allemagne avait attendu 20 ans, les colonies allemandes sont toutes petites quand on les compare d'abord à l'empire colonial français et surtout ensuite à l'empire colonial britannique. Oui, mais N'a, je pense, jamais été réellement menacé par l'empire colonial allemand. Surtout à partir du moment où le Congo, la majorité du Congo est attribuée à la Belgique. À partir de là, ils ont la Tanzanie, le Cameroun, la Namibie et... Est-ce que toutes les excuses sont pas bonnes à prendre quand tu veux te taper dessus, donc tu vas prendre les Oui, mais plus c'est pas petites. je mettrais pas ça comme dans le sens de menace, dans le sens où quand on regarde ce qui s'est déroulé, alors effectivement je sais déjà de qui veut parler Mika, mais on laisse la surprise pour la suite, mais on va dire dans la majorité des cas, les colonies allemandes ont fait figure de... comment le dire poliment, Figurant, c'est ouais, bien, voilà, c'est ils ont bon. fait de la figuration, ouais, carrément. On pourrait mettre quelques petits événements, quelques petits... voilà, mais quand on compare au front de l'Est et de l'Ouest, bon, les Français et les Anglais ont jamais été réellement menacés, quoi. Hein. Alors, question numéro 9. Citez chacun, parce que vous êtes 2 finalement, 3 pays qui sont en guerre en 1914 et qui ne font pas partie des 6 classiques précédemment cités. Combien tu en veux chacun? 3 chacun. J'ai réussi à en trouver 3. C'était pas facile, mine de rien, parce qu'il y en a beaucoup qui sont déclarés en 1915. Mais en 14, il y en a 6 qui débarquent aussi. Alors, je comprends jusqu'à décembre, bien sûr. Évidemment, tu parles pas des colonies. Hein. Non, je parle pas des colonies. Les colonies, ça compte pas. Alors, Alors, l'Afrique attends. française en occidentale. Alors, je compte par contre les États qui déclarent leur indépendance face à un empire. C'est vieux, c'est loin tout ça pour moi. Oh lolo, Est-ce que j'étais tu veux jeune. que Toi, je tu te les laisse as. la primauté? Tous, je ne sais J'imagine pas, que mais j'en tu- ai quelques-uns, oui. Mais c'est pareil, tu vois, je suis pas sûr que le Japon ait déclaré la guerre en 14. Ah si. Alors, le Japon. Le Japon, c'est en 14. Et oui, parce que du coup, il était déjà en guerre avec la Russie. Ou alors, ils la reprennent. Non. Du coup, la Chine était déjà en guerre à ce moment-là. Non, le Japon profite de tout ce bordel pour pouvoir tenter de faire la guerre dans le Pacifique avec les Allemands. Pour le coup, les Japonais sont du côté des Anglais au Ouais, début. Ils tout le à fait. resteront d'ailleurs. Tout à fait, ouais. Les États-Unis sont évidemment pas dans le conflit en Les 1914. États-Unis sont pas là. Ils arrivent plus tard, 1916 de mémoire. 17 même. Ah ouais, putain, ils arrivent vraiment tardivement. C'est à la fin, ouais. Si ça peut te filer un boost, le pays avec qui l'Autriche va se friter tout de suite,
le pays qui est accusé d'être responsable. La Pologne. Non, c'est pas toujours les Polonais. Ah, Alors, mais- techniquement, ils n'existent pas, donc Non, c'est la Serbie, ouais. Oui, c'est ça, effectivement, c'est la Serbie. son Vous en petit avez voisin, deux. le Monténégro. Oui, le Monténégro de fait. L'Albanie. L'Albanie rentre en guerre en 14 ans. Aux côtés de l'Italie. L'Albanie, je l'ai pas trouvé, Contre- moi, dans Non. le truc. Disons que c'était un des théâtres d'opération de l'Albanie, mais effectivement, elle n'a pas été Elle a officiellement. pas été en guerre. officiellement en guerre, ouais. Ouais. Mais personne lui demande son avis. Bon. L'Empire ottoman. L'Empire ottoman, tout à fait. La Belgique. Et là aussi, La ils ont pas Belgique, trop le oui, choix. tout à fait. Techniquement, il y aurait aussi le Luxembourg, mais vu que ça a duré à peu près une demi-fraction de seconde, je suis même pas sûr qu'ils aient le temps de déclarer la guerre. Du coup, moi j'en Ouais. compte moins. Puis Donc ils il y a Japon, Belgique. Bonsoir Oh. tout le monde. Bonsoir. Désolé pour le retard. Mais pas de C'est un soucis, tu vas problème. pouvoir Mais nous si, aider. Serbie, Monténégro. On récapitule. En Alors, 1914, sont en guerre la France, l'Angleterre, Terre, la Russie, Russie. l'Italie. Ok. Non. Donc Ouais. ici. Pas l'Italie. Non, pas l'Italie en même. Pardon, excusez-moi. J'ai dit. Pardon. tu- Je récapitule ce que j'ai dit. Ce bordel. La France. Tu veux faire par côté, c'est ça, par alliance? Oui. Je vais Ok. faire la France. D'accord, la France, L'Angleterre. l'Angleterre, la Russie, L'Empire russe. Voilà, la Russie. tout à fait. La La Roumanie. Belgique, Le Japon. la Roumanie. C'est un peu plus tard. Non, la c'est Roumanie, non. 1916. La Ah, Roumanie, bah, non. Non, non, on non, n'avait du pas coup, dit la par contre, Roumanie. non, la Roumanie, non, finalement. Ils se sont tapés dessus Ah. avec la Bulgarie plus tard. Mais du coup, par contre, t'as la L'année Belgique. d'après. Donc on a Japon, Belgique, Serbie, C'est ça. Monténégro et Luxembourg. Plus, du coup, la Bulgarie. Non, pas la Bulgarie. Pas la Bulgarie, mais les Ottomans. Plus les Ottomans, donc ça fait bien 6. Le compte est bon. Oui. Les Ottomans, l'Empire allemand et l'Autriche. Qu'est-ce que. Mais ça, toi, la réponse, je pense, Franck. Qu'est-ce que le Kriegsschutzfrage? Non. Pourquoi tu parles calmement ce soir? Y a Parce un qu'on a dit que c'était centré autour de l'Allemagne, visiblement. Ok. Non, j'ai pas le. Je ne sais pas ce que. je Et m'en ben, le Kriegsschutzfrage, c'est un débat en Allemagne post-guerre sur la responsabilité de l'Empire allemand dans l'entrée en guerre de la Première Guerre mondiale. C'est merveilleux. putain. Et c'est Oui, une mais moi, c'est pas transition une question de qui est débat. hein. incroyable. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a que des faits. Des faits, rien que Eh des ben, faits. justement, on va pouvoir passer aux faits. Explique-nous, Franck, pourquoi est-ce que c'est l'Allemagne qui est responsable, selon toi, de la Première Guerre mondiale? Eh bien, tout maintenant simplement que parce ça que joue. c'est des boches. Merci pour votre attention. Là, du coup, on passe à la chronique de Mika, c'est parfait. Alors, On s'excuse oui, auprès non, de tous nos auditeurs allemands, et spécialement les auditrices allemandes qui nous écoutent de temps en temps. Eh bien, pas moi. Le mec qui a toujours les boules qui fait 110 ans après. Jamais. Alors, Je ne vous c'est que- pardonnerai Depuis jamais. 1870, moi, monsieur. 1870. Pour l'Alsace, ça. Alors, il est vrai, hein, on en rigole, mais c'est vrai que moi, perso, pour revenir sur les questions plus sérieuses, c'est vrai que perso, dans ma famille, je sais pas dans la vôtre comment c'est vécu. Je sais que je viens d'une famille dans laquelle l'histoire de la Première Guerre mondiale, presque plus que la Seconde, est très importante dans l'histoire de ma famille. Mon arrière-grand-mère, si elle est ardéchoise, entre guillemets, c'est parce qu'elle a été adoptée par des Ardéchois, parce que sa famille a été tuée sur les routes du nord de la France au début de la guerre. Et D'accord. donc elle est pupille entre guillemets de pas de la nation parce que ses parents sont pas morts au combat, mais elle fait partie des pupilles qui ont été envoyées dans le sud de la France à cause de la Première Guerre mondiale. Donc dans sa tête, surtout qu'en plus après adulte, elle va vivre avec ses enfants la Seconde Guerre mondiale. Dans sa tête, les Boches, c'est pas une notion abstraite, hein. C'est quelque chose de très très clair. C'est-à-dire que l'arrière-grand-mère en question, quand elle entendait parler une langue gutturale dans la rue, que ce soit de l'allemand, du néerlandais ou n'importe quoi, elle prenait sa bassine et elle jetait l'eau par la fenêtre. Hein. Donc il y avait du ressentiment. Je sais pas de chez vous comment. Bah moi, pas Comment trop sur la première, parce que moi, mes grands-parents, ils étaient pas nés sur la première et les arrière-grands-parents, je les ai pas connus. Mais par contre, sur la deuxième, oui, surtout que moi, dans ma famille, j'ai eu certains grands-oncles qui ont résisté et qui se sont fait descendre. Je sais que ma grand-mère, elle avait beaucoup de mal avec l'Allemagne. Et paradoxalement, du coup, s'est mis en couple avec un Suisse qui parlait allemand. Donc du coup, pour le coup, la langue gutturale, bah, elle y a pas échappé. Mais oui, je pense que ouais, c'est des périodes où c'est compliqué, quoi. Moi je sais pas, c'est une bonne question. Je sais pour la seconde à peu près où est-ce qu'on se situait à ce moment-là. Par contre, la première, c'est une très bonne question. Pas Bah, sûr ça fait que- 110 ans quand même. Hein. Ah, c'était il y a quand même un petit moment. Hein, Ouais. donc, Bah, je sais que par exemple, dans les choses qu'on a retrouvées dans ces affaires, on a retrouvé un portrait de celui qu'on suppose être son père en uniforme de poilu. Ok.
Donc c'est quelque chose, tu vois, où nous on a encore Ouais, de la ça mémoire fait- parce ça fait que peur. on a des photos, on a des objets et on a le vécu qui a été très retransmis après à ses enfants. Même s'ils sont pas eux-mêmes, mes grands-parents étaient pas particulièrement anti-allemands pour être anti-allemands, mais il y avait un petit, on sentait qu'il y avait un petit quelque chose quand même qui restait. Du coup, ça fait de toi un spécialiste pour nous expliquer pourquoi c'est bien la faute des Allemands. Exactement, je suis pas du tout biaisé. Au moins, c'est clair, on a l'histoire de famille, donc on sait de quel point de vue on part. Quoi. Alors, évidemment, on va développer un petit peu après le sujet. Ces derniers temps, j'ai quand même eu l'impression régulièrement de voir passer sur internet des idées qui sentent parfois bon le révisionnisme historique, qui tendent à vouloir expliquer que oui, mais en fait, la Première Guerre mondiale, c'est la faute de tout le monde, et du coup, c'est la faute de personne. Sauf que ça, dans les faits, eh ben, c'est pas vrai. Il y a quand même des responsables qui sont tout à fait nommables, d'ailleurs, hein. Au-delà même des appareils et des pays, il y a des individus qui ont été beaucoup plus responsables de la Première Guerre mondiale que d'autres. Et ce serait bien de rappeler quand même un peu ce pourquoi du comment et les responsables derrière cette idée. Déjà, on pourrait partir de point de vue, on va dire, basique dans la guerre, qui est que le responsable, c'est celui qui déclare la guerre. Dans ces cas-là, les responsables sont très clairement identifiés, il y en a deux, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne. On pose ça comme ça cache, c'est très clair. Les deux pays qui vont déclarer les premiers les hostilités et quasiment à tout le monde, c'est l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne. L'Autriche-Hongrie d'abord vers la Serbie, et lorsque les Russes se déclarent pour protéger la Serbie, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie et à la France immédiatement, parce que leur plan de bataille prend en compte justement ce potentiel encerclement d'est à l'ouest, lié aux alliances dont on a parlé rapidement tout à l'heure. Donc de ce point de vue-là, il me paraît assez clair qu'on a deux coupables. Maintenant, on pourrait quand même aller un petit peu plus loin. Est-ce que les Allemands sont tous responsables de la Première Guerre mondiale ? Non, ça paraît quand même un peu con, comme pour le dire franchement, comme point de vue. On pourrait donc se pencher sur les cabinets de guerre de l'Empire austro-hongrois et de l'Empire allemand. Parce que si l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, c'est aussi et avant tout parce qu'elle sait avoir le soutien militaire de l'Allemagne. En effet, les militaires allemands, notamment, commencent à avoir de plus en plus peur de leurs voisins russes. Pour l'État, en 1914, ils savent qu'ils ont toujours un certain ascendant militaire, ne serait-ce que grâce à leur vitesse de conscription, grâce à leur réseau de chemin de fer qui leur permet de déployer facilement et efficacement leurs soldats, et grâce à un équipement qu'ils jugent bien meilleur que l'équipement notamment russe. Et ce sont des constats qui sont assez corrects, qui auront des impacts d'ailleurs un peu plus loin dans le conflit. Les Allemands donc ont assez peur de la puissance russe, puisque même si en l'état ils sont en capacité, se disent-ils, de vaincre, ils ont surtout peur que, armés entre guillemets de l'argent des banques françaises, la Russie s'industrialise, et qu'elle s'industrialise autant que l'Allemagne. Parce que si ça venait à être le cas, se poserait un petit problème, une équation mathématique assez simple pour l'Allemagne, qui est l'écart de population, puisque l'Allemagne, à cette période, on est autour de 80 millions d'habitants dans l'Empire allemand, et on est autour de 126 millions d'habitants dans l'Empire russe. Je ne dis pas de bêtises au niveau des chiffres. Donc, on va avoir une Allemagne qui commence à trembler un petit peu, parce qu'elle sait que donc à l'est, il y a un géant qui est en train de se lever, et parce qu'à l'ouest se trouve la France, un pays qui, depuis maintenant plusieurs décennies, déteste cordialement, et même Pas cordialement, Même pas d'ailleurs. cordialement. presque quasiment, j'allais dire de manière constitutionnelle, l'Allemagne. L'Angleterre a été remplacée. Ouais, ça- C'est ça. Alors, on reviendra un tout petit peu après sur le pourquoi tout le monde se déteste et pourquoi tout le monde veut étriper tout le monde. Mais dans un premier temps, ça permet d'avoir un premier aperçu. Donc on a une Allemagne qui se sent encerclée d'un côté de la Russie, de l'autre de la France, et qui donc est persuadée qu'il lui faut, en tout cas son état-major est persuadé qu'il lui faut une guerre, plutôt maintenant que plus tard. Parce qu'une guerre plus tard, ce serait une guerre perdue, d'avance. Et que donc le seul moyen de s'assurer potentiellement la sécurité et donc la victoire, c'est de frapper tout de suite. Donc forcément, quand on part de ce point de vue-là, on se retrouve avec des officiers qui sont très très militaristes, très aventuristes dans leur choix. Je pense que c'est assez facile à comprendre. Ce sont bien l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne qui déclarent la guerre, et à ce titre-là, ils portent une responsabilité.
Ensuite, il y a la responsabilité de leur cabinet de guerre, de leur cabinet diplomatique, puisque l'Autriche-Hongrie a vraiment l'intention, on peut le lire assez facilement, de partir en guerre contre la Serbie, et à partir du moment où l'Allemagne lui donne ce qu'on a appelé le chèque en blanc, c'est-à-dire une permission de faire ce que les Autrichiens avaient envie, de toute façon les Allemands les soutiendront, les Autrichiens se sentent pousser des ailes, Et oui, et se lancent dans le conflit. et la patatras. La patatras. Après, il y a d'autres D'autres puissances raisons. qui ont quand même poussé, même dans l'immédiateté autour de l'assassinat et avant la déclaration de guerre, première déclaration de guerre au 28 juillet, quand même 2-3 autres pays qui ont commencé à bouger. Le premier, c'est la Russie, qui avant la déclaration de guerre officielle, a déjà commencé à mobiliser ses troupes lorsqu'elle se rend compte que l'Autriche-Hongrie est sur le chemin de la guerre. Elle préfère ne pas attendre et par sécurité commence à mobiliser ses soldats. Notamment parce que, comme je l'ai dit précédemment, la Russie a une vitesse de mobilisation liée à des infrastructures assez douteuses, qui est bien plus lente que ses voisins, et qui donc sait qu'il va lui falloir du temps avant de réussir à obtenir l'armée, la grande armée que sa population lui confère. Oui, puis accessoirement parce que le pays est quand même gigantesque, ce qui fait que quand tu dois aller mobiliser des gens qui sont vers Vladivostok, tu les mobilises pas aussi vite que des gens qui sont vers Moscou. C'est sûr. Donc forcément, l'acheminement est un petit peu plus long. Effectivement, le chemin de fer, on l'a dit, c'est quelque chose qui à ce moment-là en Russie. Et alors on le verra peut-être si on fait l'épisode sur 1917, et pas suffisamment développé pour être utile dans le début d'une guerre, mais qu'il est suffisamment pour la suite, notamment, mais on le verra dans des épisodes donc plutôt sur 1918, lorsque on a des révolutionnaires qui veulent se déplacer plus rapidement. Bref, une jolie histoire de balle dans le pied, ça aussi. Donc, la Russie qui se mobilise, mais qui dans le même temps tente diplomatiquement d'empêcher le début du conflit, notamment parce que les Russes, comme les Allemands, ont identifié certaines de leurs faiblesses et savent qu'ils ne sont pas dans la meilleure position de force qui soit. D'autant que contrairement à l'alliance entre l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, l'alliance de la Russie, notamment avec l'Angleterre, est assez douteuse, assez peu fiable. Donc les Russes mobilisent mais tentent de temporiser. Les Français, eux, sont plus ou moins pris de court, c'est le moins qu'on puisse dire, et même s'ils tentent de diplomatiquement arrêter ce qui semble se déclencher au niveau européen, un certain nombre de revanchistes franchouillards français ont bel et bien envie d'aller casser du boche. Donc je pense que là, on a fait déjà le tour des déclarations immédiates liées au conflit, et ça permet d'avoir une petite idée des sentiments, assez grossièrement, assez basiquement, qui traversent les différents pays. Donc on a quand même clairement, ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste, parce que encore une fois je l'ai entendu contredit sans le moindre élément concret au préalable, ce sont bel et bien l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne qui déclenchent officiellement la Première Guerre mondiale. Que ce soit en donnant pour l'Allemagne le chèque en blanc à l'Autriche-Hongrie qui lui permet de faire n'importe quoi, ou directement en signant les déclarations de guerre. D'autant que ce qui est assez intéressant, c'est que avant la déclaration de guerre, il faut un casus belli. Ce casus belli, on en a parlé tout à l'heure dans le quiz. C'est l'assassinat de l'héritier présomptif de l'Empire austro-hongrois, François Ferdinand. Suite à cet assassinat, il va y avoir une enquête lancée immédiatement par l'Empire austro-hongrois qui met en avant la culpabilité d'une organisation appelée la Main Noire, une organisation nationaliste serbe qui souhaite le rattachement des territoires majoritairement peuplés de Slaves appartenant à l'Empire austro-hongrois à la nation serbe. Par conséquent, la tension monte très vite entre la Serbie et l'Autriche-Hongrie, et ce, malgré une position officielle de la Serbie plutôt compatissante à l'égard de l'Autriche-Hongrie, même si au niveau de la population, on sent qu'il y a un en français, ça doit être assez compliqué. Austricianisme, un anti-austricianisme assez évident. Les journaux, notamment en Serbie, ont l'avantage, entre guillemets, de bénéficier d'une constitution assez libérale qui leur permet de dire ce qu'ils veulent. Et il s'avère que beaucoup d'entre eux sont nationalistes. Par conséquent, ils sont tous plutôt très très heureux de l'assassinat. Et il y a plusieurs festivités qui ont lieu à Prague pour fêter l'assassinat en question. Donc malgré les positions officielles du gouvernement serbe, qui en plus ne tensent pas trop les journaux à ce moment-là, puisqu'on est en pleine période d'élection en Serbie,
Forcément, ça aide pas à calmer le jeu. Les Austro-Hongrois se décident, après avoir donc discuté longuement avec les Allemands, à donner à la Serbie un ultimatum avec une liste de 10 points qui a été savamment travaillée par les diplomates autrichiens et allemands afin qu'elle soit inacceptable par les Serbes. L'idée est simple, on donne un ultimatum à la Serbie refuse, c'est donc de sa faute, on peut l'envahir sans avoir de problème moral. Si vous voulez, on peut lire la liste des points, c'est pas forcément, je sais pas comment vous le sentez. Vas-y. Le gouvernement royal serbe s'engage en outre 1. À supprimer toute publication qui excite à la haine et au mépris de la monarchie, si on parle de la monarchie austro-hongroise, et dont la tendance générale est dirigée contre son intégrité territoriale. Bon, premier point qui pas complètement délirant vu la situation. Ok. On parle quand même de museler la liberté de la presse. Donc. Oui, mais déjà dans le contexte de 1914 et de certains discours de haine, on rappellera quand même à nos chers auditeurs que les discours de haine sont toujours punis, passibles potentiellement de poursuites, en fonction du niveau de discours de haine que vous tenez dans les médias. Tout à fait. Parce que quand on parle de discours, enfin, j'en ai eu l'occasion de voir, côté français en tout cas, certains discours de certains journaux, et aujourd'hui aussi, il serait poursuivi. Même contre les Allemands, tout ça, c'est... Comment dirais-je ? Je sais pas s'il y a des manières polies d'expliquer ce qui est dit dans ces journaux, mais on est beaucoup dans la haine. Après, on le verra, il y a des raisons à ça. Bon, un premier point qui appelle entre guillemets à de la censure, mais qui n'est pas d'un point de vue diplomatique complètement inacceptable, surtout dans le contexte de 1914. Point numéro 2. À dissoudre immédiatement la société dite Narodna Obrana, c'est-à-dire la main noire, à confisquer tous ses moyens de propagande et à procéder de la même manière contre les autres sociétés et affiliations en Serbie qui s'adonnent à la propagande contre la monarchie austro-hongroise. Le gouvernement royal prendra les mesures nécessaires pour que les sociétés dissoutes ne puissent pas continuer leur activité sous un autre nom et sous une autre forme. Là déjà, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, puisque on appelle donc directement à supprimer une organisation, considérée comme terroriste donc par les Austro-Hongrois. Troisième point, à éliminer sans délai de l'instruction publique en Serbie, tant en ce qui concerne le corps enseignant que les moyens d'instruction, tout ce qui sert ou pourrait servir à fomenter la propagande contre l'Autriche-Hongrie. Alors là, tout à l'heure, on parlait de censure. Là, on rentre carrément dans les programmes scolaires. Quatrième point, à éloigner du service militaire, de l'administration en général, tous les officiers fonctionnaires coupables de propagande contre la monarchie austro-hongroise et dont le gouvernement impérial et royal se réserve de communiquer les noms et les faits au gouvernement royal. Là, on passe carrément une belle marche. Si je l'aime pas, tu le vires. Attention, on parle aussi de militaire, ce qui veut donc dire que tu affaiblis ta propre armée. Même pas que de militaires, puisque c'est service militaire et l'administration en général. Ça veut dire n'importe quel diplomate, n'importe quel individu qui, en plus, vu les termes, coupable de propagande contre la monarchie, peut y mettre plus ou moins tout et n'importe quoi. Ouais, en plus de ça, là où c'est vicieux, c'est qu'en plus de ça, c'est elle-même qui définit ce qu'est le niveau de propagande, et c'est marqué. Oui. C'est justement ça qui pose problème, c'est que en fait, ils mettent carrément leur nez dans les affaires de la Serbie. Et c'est pour ça que c'est inacceptable. Mais on verra que les Serbes sont très malins. On va voir que les Serbes sont particulièrement malins. Cinquième point, à accepter la collaboration de la Serbie, en Serbie, des organes du gouvernement impérial et royal dans la suppression du mouvement subversif dirigé contre l'intégrité territoriale de la monarchie. C'est extrêmement vague et ça peut vouloir dire accepter des troupes sur son sol. Ouais. Donc chouette. Sixième point, à ouvrir une enquête judiciaire contre les partisans du complot du 28 juin, donc l'assassinat de François Ferdinand, se trouvant sur le territoire serbe. Des organes délégués par le gouvernement impérial et royal prendront part aux recherches relatives. Alors là, on a carrément la demande de faire rentrer la police austro-hongroise sur le territoire serbe. Voilà, si c'était pas suffisamment clair dans le point d'avant. Septième point, à procéder d'urgence à l'arrestation du commandant Vojja Tanković et du surnommé Milan Ciganović, employé de l'État serbe, compromis par les résultats de l'instruction de Sarajevo. Deux individus qui ont participé donc à l'assassinat. Bon, pour le coup, demander l'arrestation de gens qui ont participé à un assassinat, ça paraît quand même logique. Numéro 8. À empêcher par des mesures efficaces le concours des autorités serbes dans le trafic illicite d'armes et d'explosifs à travers la frontière, à licencier
et à punir sévèrement les fonctionnaires du service frontière de Chabat et de Lojnica coupables d'avoir aidé les auteurs du crime de Sarajevo en leur facilitant le passage de la frontière. Bon, alors le 8e point est un peu, à mon sens, un peu étrange, dans le sens où, de base, les gardes-frontières sont déjà censés arrêter le trafic d'armes et d'explosifs. Donc là, on accuse quasiment plus ou moins la Serbie de fermer les yeux sur du trafic d'armement. Point numéro 9. A donné au gouvernement impérial et royal des explications sur les propos injustifiables de hauts fonctionnaires serbes, tant en Serbie qu'à l'étranger, qui, malgré leur position officielle, n'ont pas hésité après l'attentat du 28 juin de s'exprimer dans des interviews de manière hostile à la monarchie austro-hongroise. Voilà. Vous n'avez pas dit quelque chose de bien à propos de nous. Après l'assassinat, vous êtes viré. Et enfin, 10e point, d'avertir sans retard le gouvernement impérial et royal de l'exécution des mesures comprises dans les points précédents. Le gouvernement impérial et royal attend la réponse du gouvernement royal au plus tard jusqu'au samedi 25 de ce mois à 5h du soir. On rappelle que le document a été émis le 23. Donc ils ont 2 jours pour répondre. Ouais. Et on rappelle qu'il n'y a pas internet. Ça veut dire que les diplomates serbes vont devoir se démerder tout seuls sans le soutien des diplomates français, britanniques et quasiment pas russes. Ils auront quelques garanties de la Russie et pas des masses de plus. Bon, 10 points qui, comme vous l'avez vu, vont du relativement acceptable au carrément inacceptable, voire à l'abandon quasi total de la souveraineté. Si c'était vous, très chers auditeurs et très chers vous collaborateurs, est-ce que vous accepteriez ces termes? Dites dans les commentaires. Ah, vraie question, est-ce que vous, là, vous accepteriez ces termes? Il me semble tout à fait raisonnable, enfin, où est le problème? Il manque un s'il vous plaît à la fin, je pense. C'est ça, ouais. Ça s'appelle le respect. Donc, du coup, on n'avait pas répondu, oui ou non. On a Là, peur. sinon, d'accord, on demain, veut pas je se vous faire envahis. envahir. Sinon, il y a les chiens ardéchois demain devant chez vous. On n'a pas le choix de dire non, quoi, en fait. C'est ça oui, où on est. Soit on c'est devient mis sous austro-hongrois, tutelle, quoi. quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une mise sous tutelle, quoi, au final. Eh ben, vous serez peut-être surpris d'apprendre que la grosse majorité de la réponse serbe, c'est oui. Ah ouais? Et oui, Ouais. on le sait assez peu, mais en réalité, la Serbie, par, en l'occurrence sans doute d'excellents diplomates et d'excellents écrivains, a répondu un oui si élégant et si raffiné que les Austro-Hongrois se sont fait bien niquer au niveau diplomatique. Mais le mieux, c'est quand même de vous lire la dite réponse serbe. Ah bah On a vas-y, lu ouais. les demandes, puisque les Serbes ont répondu point par point, et il n'y a qu'un seul point sur lequel les Serbes ont refusé l'ultimatum. Ils ont accepté 9 des 10 points qu'on a énoncés précédemment. L'un étant un peu tangentieux parce qu'il est tellement peu clair qu'il n'y a pas grand chose à accepter. Numéro 1. À introduire dès la première convocation régulière de la Skupština, alors oula, voilà, une disposition dans la loi de la presse par laquelle sera punie de la manière la plus sévère la provocation à la haine et au mépris de la monarchie austro-hongroise, ainsi que toutes les publications dont la tendance générale sera dirigée contre l'intégrité territoriale de l'Autriche-Hongrie. On est sur un premier point, je pense, qui est entièrement et absolument accepté. Et ils vont jusqu'à dire qu'ils se chargeront de réviser la Constitution de manière à ce que les publications de l'ordre du statut soient impossibles et confisquées. On est sur un oui très très fort. Point numéro 2. Le gouvernement ne possède aucune preuve, et la note du gouvernement impérial et royal ne lui en fournit non plus aucune, que la société de la main noire et les autres sociétés similaires aient commis jusqu'à ce jour quelque acte criminel de ce genre, par leur fait d'un de leurs membres. Néanmoins, le gouvernement royal acceptera la demande du gouvernement impérial et dissoudra la société de la main noire et toute société qui agira contre l'Autriche-Hongrie. Donc on est sur un deuxième gros oui, et ce, en posant au passage le fait qu'il n'y a aucune preuve apportée à ce jour, et malgré tout ils acceptent. Donc en plus, la Serbie se permet d'être beau prince. Point numéro 3. Le gouvernement royal serbe s'engage à éliminer sans délai de l'instruction publique en Serbie tout ce qui sert ou pourrait servir à fomenter de la propagande contre l'Autriche-Hongrie, quand le gouvernement impérial et royal lui fournira des faits et preuves de cette propagande. Là encore, un joli oui, très bien tourné, qui demande évidemment des preuves. Ah, mais c'est Mais un marrant. oui, techniquement c'est un oui. Quatrième point, le gouvernement royal accepte, du moins d'éloigner du service militaire ceux dont l'enquête judiciaire aura prouvé qu'ils sont coupables d'actes dirigés contre l'intégrité du territoire de la monarchie austro-hongroise. Il attend que le gouvernement impérial et royal lui communique ultérieurement les noms et les faits des officiers et des fonctionnaires afin que la procédure puisse être mise en place. Donc la Serbie accepte, sous preuve,
relativement preuve, d'écarter de son armée des officiers anti-autrichiens. On est quand même sur une concession Ouais. costaud. 5e point, le gouvernement royal doit avouer qu'il ne se rend pas clairement compte du sens de la portée de la demande du gouvernement impérial, tendant à ce que la Serbie s'engage à accepter sur son territoire la collaboration des organes du gouvernement impérial et royal. Mais il déclare qu'il admettra toute collaboration qui répondrait aux principes du droit international et de la procédure criminelle, ainsi qu'au bon rapport de voisinage. Donc là, non seulement ils se permettent de dire oui, mais avec un doigt au milieu. 6e point, le gouvernement royal, cela va de soi, considère que son devoir d'ouvrir une enquête contre tous ceux qui sont éventuellement ou auraient été mêlés au complot du 28 juin et qui se trouveraient sur le territoire du royaume. Quant à la participation à cette enquête des agents des autorités austro-hongroises qui seraient délégués à cet effet par le gouvernement impérial, le gouvernement royal ne peut pas l'accepter car ce serait une violation de la Constitution et de la loi sur la procédure criminelle. Cependant, dans des cas concrets, des communications sur les résultats de l'instruction en question pourraient être données aux organes austro-hongrois. Seul point sur lequel les Serbes disent non, et encore, c'est un non, mais. Ouais, c'est ça. Ouais. Même là, ils sont en mode. Non, mais en vrai, on veut bien si vous faites un effort de compréhension. Quoi. 7e point, le gouvernement royal a fait procéder dès le soir même de la remise de la note à l'arrestation des 2 individus pour lesquels la monarchie s'était inquiétée. Ils ont arrêté le premier et le deuxième qui n'a pas pu être joint n'a pas encore pu être arrêté. Mais le gouvernement royal est prié de bien vouloir, dans la forme accoutumée, faire connaître le plus tôt possible les présomptions de culpabilité ainsi que les preuves éventuelles de culpabilité recueillies jusqu'à ce jour aux fins d'enquête ultérieure. Donc ils ont carrément arrêté un type sans avoir reçu de preuves pour accepter le point numéro 7. Là encore, je pense qu'on est sur un gros oui. 8e point, le gouvernement serbe renforcera et étendra les mesures prises pour empêcher le trafic illicite d'armes et explosifs à travers la frontière. Il va de soi qu'il ordonnera tout de suite une enquête et punira sévèrement les fonctionnaires des frontières qui ont manqué à leur devoir et fait passer les auteurs du crime de Sarajevo. Là encore, grand oui. 9e point, le gouvernement royal donnera volontiers des explications sur les propos de ses fonctionnaires, tant en Serbie qu'à l'étranger, qu'ils ont tenus après l'attentat dans les interviews, et qui, d'après l'affirmation du gouvernement impérial, ont été hostiles à la monarchie, dès que le gouvernement impérial lui aura communiqué les passages en question de ses propos, et dès qu'il aura démontré que les propos employés sont effectivement tenus par les 10 fonctionnaires, propos au sujet desquels le gouvernement royal aura lui-même soin de recueillir des preuves et convictions. Là encore, un magnifique oui avec un gros majeur au milieu, en leur disant quelles sont les preuves, connard. Et enfin le 10e point, le gouvernement royal informe le gouvernement impérial et royal de l'exécution de mesures comprises dans les points précédents, en tant que cela n'a pas été fait par la présente note. Aussitôt que chaque mesure aura été ordonnée exécutée dans le cas où le gouvernement impérial ne serait pas satisfait de cette réponse, le gouvernement royal serbe, considérant qu'il est l'intérêt commun de ne pas précipiter la solution de cette question, est prête, comme toujours, à accepter une entente pacifique en remettant la question soit à les décisions du tribunal international de La Haye, soit aux grandes puissances qui ont part à l'élaboration de la déclaration de ce que le gouvernement serbe a fait à la date du 31 mars 1909. Autrement dit, le gouvernement serbe est quasiment prêt à se mettre sous la tutelle du tribunal international de La Haye. Je pense qu'on est sur un oui puissance T-max. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'effectivement, les commentaires qui ont qualifié la réponse serbe de magnifique sont assez C'est loin de la véridique. vérité, en fait. Oui, c'est c'est clair. loin de la C'est vérité. loin de la vérité, parce que c'est mieux que ça, en fait. Les mecs, ils ont juste répondu point par point. Ils peuvent que botter en touche, en fait, les Allemands à ce moment-là. Et bien effectivement, c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs, puisque l'empereur allemand, lorsqu'il apprend plus ou moins la tenue de la note, se persuade qu'en fait il n'y aura pas de guerre, puisque tous les Serbes ont accepté. Et ce n'est que après quelques jours, et après notamment, qu'on lui expliquait l'art et la manière qu'ont eu les Serbes de tourner les réponses, qu'il va comprendre qu'effectivement, l'empire austro-hongrois et l'empire allemand, de toute façon, n'ont plus vraiment l'envie de faire marche arrière, à part de passer un peu pour des pignoufs. On précisera aussi que les diplomates allemands, à ce moment-là, ont déjà conscience que potentiellement les Serbes auraient pu accepter ces demandes, et en fait ils étaient prêts à en rajouter de nouvelles, jusqu'à ce que les Serbes finissent par dire non. Ouais. Donc je pense qu'on peut dire, avec ça, qu'on a bel et bien une diplomatie allemande et une diplomatie austro-hongroise qui sont entièrement responsables du début de la guerre. En tout cas, de la guerre en 1914. Après, le reste. peut-être se poser des questions sur un peu avant, mais
Je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais il me semble quand même que on a deux gouvernements, ou en tout cas deux corps diplomatiques, puisqu'on n'omettra pas de dire aussi que, par exemple, le chef des affaires étrangères de l'Empire austro-hongrois va mentir à l'empereur Ouais. pour faire déclencher le conflit, ce qui n'est pas. Bah non. Ouais, ils avaient vraiment envie de se taper la Serbie et la Russie, quoi, grosso modo. C'est un peu ça, c'est un peu beaucoup ça. Ils avaient vraiment très envie. Ok. La question, bien sûr, c'est pourquoi. La grande question, c'est pourquoi est-ce que l'Autriche a envie d'annihiler la Serbie et pourquoi est-ce que l'Allemagne est prête à faire un chèque en blanc à l'Autriche, quitte à déclencher une guerre contre la Russie et la France. Ça paraît quand même assez délirant comme choix de se jeter à corps perdu tout de suite dans une bataille, même si on a vu qu'il y avait des raisons stratégiques pour les Allemands. On pourrait se dire que la diplomatie peut toujours l'emporter. Bah, peut-être que tout le monde avait l'air de penser qu'en 14 que ça serait réglé rapidement en fait, et au final non quoi. Effectivement, il y a un peu de ça. Tu dis t'y vas, tu tabasses et après t'es là, tu fais ah voilà c'est bon c'est fait, ah, non on n'en parle plus, hop. Au départ, les Allemands espèrent que le conflit restera entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie, qu'il n'y aura pas d'intervenant extérieur, que l'Autriche-Hongrie étripera la Serbie et que ce sera réglé. Bon, pas de bol pour l'Autriche-Hongrie, après le début du conflit, la Serbie va résister jusqu'à l'entrée en guerre de la Bulgarie en 1915, parce que les Serbes sont très énervés. Et puis ils n'ont pas forcément apprécié de recevoir une jolie missive qui leur intime l'ordre de faire ce qu'on leur demande, et puis de dire oui et après de se faire quand même envahir derrière. c'est ça. Ouais, ils ont peut-être pas apprécié, effectivement. Mais aussi, il y a d'autres mécanismes. Le premier, déjà, je pense le plus évident pour nous en tant que bons Franzos, c'est la haine que la France porte à l'Allemagne, à l'Empire allemand, depuis 1871, depuis la guerre franco-prussienne, à la fin de laquelle l'Alsace et la Moselle sont arrachées à la France et incorporées à l'Empire allemand. Premièrement sous des prétextes de langue allemande commune et de culture germanique commune. En réalité, surtout et avant tout, pour des questions économiques, pour enlever une zone qui est assez industrielle, qui est l'Alsace, à la France, et donc l'affaiblir, tout autant en l'isolant de la scène internationale. C'est d'ailleurs le grand échec de Guillaume II, empereur allemand, vis-à-vis de la politique de Bismarck, c'est que Bismarck va miser toute sa politique après la guerre de 1871 sur l'isolement international de la France, quitte à être plus conciliant avec les autres puissances, notamment la Grande-Bretagne, là où Guillaume, qui ne veut plus vivre dans l'ombre de Bismarck, va décider qu'il fait que ce qu'il veut, parce que c'est lui l'empereur, et que s'il veut des colonies, même s'il n'arrive pas à les gérer, eh ben, il les aura, et que s'il faut aller se battre contre les Anglais, les Français, les Russes en même temps, eh ben, ils vont gagner. Et ben, ils vont quand même le faire et ils vont y aller, yay. Yeah, et puis comme ça tout le monde saura que c'est nous les plus forts. Voilà, donc on peut, là encore, on pourrait quand même pointer du doigt très fort la responsabilité de l'empereur allemand, qui n'est pas forcément quelqu'un de très compétent, ni en termes diplomatiques, ni d'ailleurs par la suite en termes militaires. C'est pas lui qui dirige ses propres armées, hein. Ce sont avant tout ses états-majors. Donc on a cette haine entre la France et l'Allemagne. On a bien sûr la peur, on l'a dit tout à l'heure, de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie. On a l'opposition et même... Alors on n'est pas sur de la haine, on est plus sur de l'adversité au départ, entre la Russie et l'Autriche-Hongrie pour le contrôle des Balkans, puisque les Balkans, donc toute la région qui descend en dessous de la Hongrie et de la Croatie, qui descend jusque à la Grèce, est le théâtre d'affrontements diplomatiques entre les Russes et les Austro-Hongrois, notamment alors que l'Empire ottoman, qui était la puissance qui contrôlait cette région, s'affaiblit petit à petit, avant de succomber justement à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc on a ces deux puissances qui essayent de prendre la place de l'Empire ottoman. Dans ce processus, d'ailleurs, il y a des renversements réguliers d'alliances, puisque dans les années 1880-1890, les Bulgares sont plutôt alliés à la Russie, alors que la Serbie est plutôt alliée à l'Empire austro-hongrois. Mais ce sont des renversements d'alliances, des coups d'État, des révolutions, des oppositions diplomatiques diverses et variées qui petit à petit vont changer ces rapports de force et ces alliances, avec la Serbie qui va se rapprocher d'un côté de la Russie, et la Bulgarie qui va choisir au démarrage une certaine neutralité. Une neutralité d'ailleurs qui durera pas très longtemps, puisqu'on a aussi, et c'est ça un truc dont on parle très peu, avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, on a le préambule qu'on appelle les deux guerres des Balkans, en 1913. Deux guerres qui vont donc redessiner
la carte des États dans la région, que ce soit la Serbie, la Bulgarie, la Grèce, l'Empire ottoman et aussi la Roumanie. Les pays chrétiens des Balkans se battant d'abord contre l'Empire ottoman, avant de se battre entre eux et avec l'Empire ottoman, en tant qu'alliés et ennemis en même temps, en fonction de qui change d'alliance. Et la grande perdante de tout ça étant la Bulgarie. On a donc le jeu des Balkans, cette poudrière que certains ont considéré comme étant presque plus responsable que les Allemands et les Autrichiens, puisque on a tout un tas de nationalismes, on le disait au début, de différents peuples qui vivent en même temps les uns à côté des autres, et qui, n'appartenant plus au même empire, tentent, avec la montée des nationalismes, de se rattacher et de faire rattacher leur région entière, même si elle n'est pas forcément majoritairement appartenant à leur nationalité, de les faire rattacher à des États auxquels eux ils s'identifient. Donc évidemment, pas de quoi mettre le feu aux poudres, hein, n'est-ce pas? Ah, j'aime l'humour. On l'a dit aussi dans le quiz, on a l'opposition entre les Allemands et les Anglais. Alors au départ, les Anglais sont pas forcément particulièrement opposés à l'Empire allemand. Ils le craignent à cause de sa puissance économique, mais à la fin du 19e siècle, l'Allemagne n'est pas en mesure de menacer l'Empire britannique. Celui-ci est extrêmement dominant sur les mers, et d'ailleurs il le restera pendant encore un moment. Le problème, c'est que justement, notre Guillaume II, qui se rêve en grand colonisateur et en grand conquérant, pour aller occuper ses colonies en Afrique, notamment donc le Cameroun, la Tanzanie, la Namibie, dont on reparlera pour la Tanzanie juste après, je pense. Mais ne spoilons pas. Il va vouloir, pour s'assurer justement de ses colonies, construire une flotte capable de rivaliser avec la Grande-Bretagne. Alors le concept paraît pas trop illogique, surtout quand on regarde la puissance économique de l'Allemagne, on se dit bon, après tout, ils auraient quand même les capacités d'y arriver. Sauf que, c'est sans compter sur le bulldog anglais, qui repose toute sa stratégie de défense sur sa domination totale et inconditionnelle des mers. Et qui va donc décider que pour chaque dreadnought, c'est-à-dire chaque super croiseur de combat produit par les Allemands, ils en produiront 2, avant de décider d'en produire 3. Autrement dit, on est dans une course à l'armement que les Allemands ne peuvent pas gagner, déjà parce que les Anglais ont une très grosse longueur d'avance, et parce qu'ils mettent la totalité de leur effort militaire sur ce projet-là. Donc les Anglais vont petit à petit se mettre à détester les Allemands, non pas forcément pour des raisons aussi intimes que les Français, mais parce qu'ils se sentent de plus en plus menacés, et parce que les Allemands ne font pas grand-chose pour calmer les Britanniques, et pour leur faire avoir moins peur. Donc là, on est en 1914, on a fait le tour d'à peu près, je pense, tous les grands, à l'exception peut-être de 2 théâtres qui au départ ne sont pas envisagés, mais qui vont se rajouter. Le premier, c'est l'Empire ottoman, donc le perdant qu'on a vu tout à l'heure dans les Balkans, et qui craint notamment la Russie, qui est son ennemi juré depuis 300 ou 400 ans, et qui sent bien que, vu la faiblesse de ses troupes et de son administration, dans le cas d'une victoire inconditionnelle de la Russie, il pourrait très bien se faire dépecer par la suite. Autrement dit, les Ottomans se lancent dans la Première Guerre mondiale, pas vraiment par les mêmes motivations que les autres, mais surtout parce qu'ils pensent, en tout cas ils se persuadent, que ne pas intervenir, c'est se soumettre au vainqueur, et qu'il vaut mieux jouer le tout pour le tout. C'est littéralement plus ou moins un pile ou face que fait l'Empire ottoman. Peut-être pas le bon pari, quoi, finalement. Avec le recul. Ouais, non, ils se sont un peu viandés, ouais. On peut dire ça, ouais. Surtout qu'en plus, l'Empire ottoman va se battre sur plusieurs fronts, hein, puisque a posteriori, à partir de 1915, il aura l'allié bulgare comme voisin. Les 2 autres voisins dans le conflit qu'il a au départ, ce sont la Russie et l'Empire britannique. Donc, bon, il part sur 2 adversaires un peu costauds, quoi. Surtout des gens que tu préfères avoir de ton côté et qui malheureusement tu te mets à dos. Ouais, voilà, c'est pas super malin comme stratégie. Bah, malheureusement, mauvais choix. Et puis après, il y a l'autre côté de la balance et de la planète, avec l'Empire japonais, qui lui sent la bonne opportunité. Ils ont prouvé quelques années auparavant, en 1905, qu'ils étaient capables de faire jeu égal avec les Européens, en écrasant les Russes d'abord en Corée et en Mandchourie, puis sur la mer, avec la fameuse bataille de Tsushima, dont je crois elle a déjà été traitée dans une chronique. Ah ouais? La bataille de Tsushima? Je crois qu'on en a déjà parlé. Je ne suis pas. C'est possible. On l'a évoqué. Allez voir tous les autres épisodes pour vérifier. Regardez tous les 200 épisodes et abonnez-vous aussi dans la foulée. Donc des Japonais qui
qui reluquent pas mal les quelques colonies des Allemands dans le Pacifique, qui ont l'avantage d'être pas forcément très nombreuses, très mal équipées, très isolées, surtout vu l'écart de puissance combiné des flottes de l'Entente et des flottes des puissances centrales. Donc les Japonais se jettent dans le bain tout sourire, et ils vont à peu près réussir tout ce qu'ils avaient à entreprendre pour le coup, sans trop de difficultés. On a fait le tour du coup de tous les intervenants de 14, il faudrait peut-être juste pour finir mettre un petit point sur la puissance qu'on a évoquée tout à l'heure, qui n'est pas en guerre, mais qui est très courtisée, et on ne parle pas de la Bulgarie, mais bien de l'Italie, particulièrement courtisée, notamment parce que les deux camps vont lui promettre des expansions territoriales qui pourraient intéresser en partie les Italiens. En effet, l'Italie, lors de sa formation, a dû céder ou renoncer à certains territoires appartenant ancestralement, soit à la Maison de Savoie à l'ouest, soit à la République de Venise à l'est. Les Allemands proposent donc aux Italiens ce qui correspondrait aujourd'hui aux deux départements de Savoie et de Haute-Savoie, ainsi que l'ancien comté de Nice, aujourd'hui situé, si je ne me trompe pas, dans les Alpes-Maritimes, je ne vais pas dire une connerie, je vais me faire triper par Eric Ciotti. Donc le comté de Nice, mais aussi potentiellement la Corse. Pareil, on est toujours dans le vieil irrédentisme de « ils parlent une langue proche de la nôtre, donc ils appartiennent à notre nation », mais aussi des colonies, notamment la Tunisie, que la France a pris sous protectorat, mais que l'Italie voulait beaucoup, et qui du coup ils sont un peu fâchés de ne pas l'avoir. Ce que les Allemands n'ont pas forcément anticipé, c'est plusieurs choses. Déjà que l'opinion italienne est très partagée entre l'Allemagne et la France, et ensuite que les territoires en question sont certes intéressants, mais dès 1914, sont très peu italophones. La Savoie, Nice ont vu une bonne partie de la population qui parlait italien soit se mettre à parler français, soit partir. Si ça vous intéresse, vous regarderez l'histoire de Nice notamment, il y a eu malheureusement plusieurs émeutes et plusieurs massacres, enfin, surtout des Français vers les Italiens, parce que malheureusement, voilà, les nationalistes français sont pas mieux que les nationalistes italiens, et le fait de ne pas parler français est très mal vu. Parler français, Et, on entend. Donc on a évidemment des territoires qui vont du coup être beaucoup moins attrayants pour l'Italie, alors que de l'autre côté, pour le coup, la France et le Royaume-Uni vont proposer à l'Italie le Trentin, dans les Alpes, dont une bonne partie de la population parle italien, l'Istrie et une bonne partie de la Dalmatie, tout en acceptant de redessiner les cartes de la colonie italienne de Libye à la faveur de l'Italie. Ils garantissent également, mais ceci n'aboutira pas à grand-chose, des zones d'intérêt dans les territoires de la Turquie actuelle, sur la carcasse de l'Empire ottoman. Des choses qui intéresseront beaucoup plus les Italiens, puisque les territoires en question sont beaucoup plus peuplés d'italophones, même si ceux-ci ne sont pas forcément tous des nationalistes italiens, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. Là encore, je vous invite à aller regarder du documentaire, il y a pas mal de choses qui sortent régulièrement, y compris sur l'histoire de ces régions oubliées. On va donc avoir une Italie qui, finalement, se situe presque dans la meilleure position à ce moment-là. On verra plus tard si on fait d'autres épisodes que finalement ils sont pas si près que ça. Mais à ce moment-là, l'Italie est évidemment la grande puissance courtisée, puisqu'elle a la capacité de rejoindre les deux camps. Et on verra en 1915 lequel elle choisit. Le cliffhanger. C'est ça, quel suspense. Tintintin. Voilà, donc là on a fait quand même le tour de la plupart des raisons principales. Après, on pourrait rentrer en plein d'autres détails. Bah, de toute façon, comme on le disait, c'est toujours très complexe des raisons et qu'il y en a des tas, mais tu nous as quand même convaincus, je trouve. Et ça, c'est Convaincu bien. de quoi? Que c'est la faute des moches. C'est la faute des Allemands. Je l'avais dit. On était déjà convaincus, c'est juste la preuve qui a apporté. Là. Maintenant, je vais pouvoir défendre ça devant tout le monde. C'est encore une fois, c'est con de moche. Sortir dans la rue, monter sur un carton. Être là, ouais, dehors les C'est la faute des moches. Allemands. Le mec qui devient taré, tu sais. Mais comment ça, je comprends pas. Le revanchisme français, pas du tout aussi, quand même un peu responsable de la montée des tensions à défaut du déclenchement de la guerre. Tu nous as fait un panel incroyable là, félicitations. On est l'impression qu'on a vu tous les détails de A jusqu'à Z, donc merci beaucoup Franck. Enfin, je suppose que tu as fini, en fait j'en sais rien. mais Oui, j'imagine, désolé, j'étais c'était pas très sûr. très long, je suis désolé, c'était... Ça faisait je considère le twist comme étant la fin, mais du coup Oui, je bien sais sûr. j'avais raison. Il y avait C'était beaucoup le trop de choses à préambule, dire. là non Bah, c'est le préambule, il y a des tas de trucs à dire encore, comme tu l'as dit. T'as survolé complètement
des tas et des tas de choses, parce que rentrer en profondeur, ça demanderait de faire une thèse sur l'entrée en guerre de la Première Guerre mondiale. Donc franchement, chapeau bas à toi. Bravo. Bravo, exactement, bravo. Voilà, Je pense qu'on pourrait applaudir le monsieur. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien C'est sûr. bon, ça va. Applaudissons. Euh, Vous en c'était faites très, trop, très vous en bordélique. faites trop. C'était beaucoup trop bordélique, comme d'habitude. Et il me semble que du coup, Mika, tu voulais zoomer sur la Tanzanie, je crois, c'est ça que vous avez dit? Bah, oui, tout à fait. Tu l'as évoqué à plusieurs reprises. Effectivement, tu as parlé des colonies et tu as effectivement presque spoilé ma petite surprise, même si du coup, ça Oh en est mon plus Dieu. une. Mais si tu veux, vu que t'en Je sais suis tellement, impardonnable. je vais te laisser, même si tu veux annoncer de qui je vais parler. Ah, oula, alors son nom spécifique, Il je a ne me un rappelle bon plus, nom je à sais juste, le pire c'est que j'ai sa photo en tête, avec son magnifique chapeau colonial allemand, Oui, tout à fait. Je vais parler de lui. et ses exploits aussi d'ailleurs, mais je pense que tu en parles aussi au début, avant la Seconde Guerre mondiale. Bref, spoilons pas. Oui et non. Enfin, je vais rapidement l'évoquer. C'est vrai que pas parler à proprement parler de. C'est beaucoup de mots. Excusez-moi, ça fait beaucoup de fois le mot parler. Je reprends. Je vais parler d'un événement, ou plutôt en fait d'une série d'événements qui va commencer en 1914, mais qui va en fait se prolonger toute la guerre. Tout ça pour en fait vous amorcer une petite digression sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on parle de la Seconde Guerre mondiale. En fait, on oublie des fois le mot mondial, parce que effectivement, on borne généralement cette guerre à l'Europe, alors que il y a eu plein de théâtres des opérations. Et ça tombe bien parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai lu une petite BD, enfin j'ai lu plein de trucs en rapport à ça, La reco. mais qui s'appelle Le Petit Théâtre des Opérations. Et donc Ah, c'est une petite bien. série sur YouTube que je vous recommande très chaleureusement et très fortement, qui est écrite et scénarisée par un type qui s'appelle Un odieux connard. Et ce type-là, il a fait plein de trucs. Et notamment une BD dans laquelle en fait il met également d'autres petites histoires. Et donc l'histoire que je vais vous raconter, elle prend place en 1914. En fait, même un tout petit peu avant. Puisque vu qu'il y a eu de terribles combats qui ont ravagé l'Europe, en fait, on a un peu tendance à oublier qu'il y en a eu à travers le monde, et notamment en Afrique, puisque c'était un des points, comme tu l'as bien dit, qui était justement un des points d'orgue de cette guerre, c'était les empires coloniaux. Alors effectivement, les Allemands, comme tu l'as déjà si bien dit, ils n'étaient pas hyper doués dans la guerre coloniale, puisque les Anglais dominaient absolument tout, avec les Français et les Belges. Le truc, c'est que les Allemands, ils avaient quand même des ambitions de récupérer quand même des territoires. Et ces territoires, même s'ils en ont pas beaucoup, hein, donc effectivement, tu l'as à plusieurs reprises annoncé, donc l'Allemagne, entre 1900, très grossièrement, entre 1882 et 1885, elle va elle va s'établir dans le sud-ouest africain, qu'on appelle, qui aujourd'hui correspondra à la Namibie, puis le Cameroun, le Togo, ça s'appelle à cette époque-là le Togoland, le Rwanda-Urundi, qu'on connaît plus sous le nom du Rwanda et du Burundi, et enfin l'Afrique orientale allemande, la Dutch Ostafrika, qui va être le théâtre qui nous intéresse aujourd'hui, qui est aujourd'hui notre actuelle Tanzanie, qu'on appelait également Tanganyika, comme le chantait si bien Michel Sardou. Donc en 1985, la Dutch Ostafrika, donc actuelle Tanzanie, et donc pour des raisons plus pratiques, histoire que ce soit plus facile de la situer, on parlera de la Tanzanie, mais vous avez compris à peu près pour la situer, est en fait le théâtre d'une opération pas banale, puisque en 1914, donc le 2 novembre, voilà, c'est ça, je reprends mes notes, excusez-moi. Le 2 novembre, en fait, il va se passer un petit truc du côté du Kenya. Voilà, globalement, du Kenya britannique et de la Tanzanie. Puisque, comme vous le savez, à cette époque-là, on n'a pas Internet. Voilà. Et forcément, les messages, ils mettent un peu de temps à arriver. Et donc, à la déclaration de guerre, en août 1914, il y a un type qui a un petit peu vu le vent tourner et qui s'est dit oulala, déjà même si on suit un petit peu le bordel, qu'on est dans l'armée et qu'on a reçu cette histoire de c'est la déclaration de guerre en Allemagne, on sait que ça va très très vite dégénérer dans les colonies. Et donc ce type-là, il a un nom et il va falloir bien le retenir parce que c'est très important, je vais pas le dire de nombreuses fois parce que ce gars-là, il a un nom à coucher dehors, il s'appelle Paul von Lettow-Vorbeck. Paul von Lettow-Vorbeck, ok. Ouais, Paul von Lettow-Vorbeck, en fait, c'est un général allemand. C'est avec un V ou un W? Alors, Lettow W et Vorbeck avec un V. Avec un V, donc c'est Vorbeck alors du coup. Ouais, c'est Vorbeck, tout à fait. Alors, c'est un général allemand qui est originaire de la Sarre, c'est un mec instruit, il est expérimenté, il a déjà pris part à plusieurs conflits coloniaux, et selon toute vraisemblance, et l'histoire qui lui est accordée, c'était que c'était un gentleman confirmé. En 1914, Lettow Vorbeck, il est nommé commandant des minuscules forces allemandes, donc il y a 200 officiers européens et quelques compagnies d'Ascari, sur lesquelles on va revenir plus tard, de la Dutch Ostafrika. Et c'est un officier qui est assez ouvert d'esprit, il est gentleman, il parle les langues des autochtones locales, puisqu'il y a plusieurs langues qui se mélangent, mais lui, il les parle, en tout cas, pas forcément parfaitement, mais il les parle très bien.
et il est hautement respecté par tous les hommes qui servent sous ses ordres. Et donc à la déclaration de la guerre en 1914, il comprend instinctivement que, en fait, s'il prend pas l'initiative vu qu'il est en sous-nombre, ça va vite être la merde pour lui. Heureusement pour lui, c'est quand même un homme qui sent venir le vent, et on va dire que il reçoit un petit télégramme de Berlin qui lui explique gentiment que tout va bien, c'est pas la peine d'attaquer en premier, puisque de toute façon, il y a un petit pacte de non-agression, puisque les Anglais ont promis de pas attaquer dans les colonies. Donc, des Anglais, une promesse. Bon, allez, rassemblement général, ils vont forcément la rompre à un moment donné, donc on va se mettre en ordre de bataille. Et c'est pas loupé, puisque dès le mois d'octobre, et à forte raison dès le mois de novembre, les Anglais attaquent. C'est le général Arthur Aitken qui, avec 8000 Indiens réservistes, va attaquer la ville de Tanga, qui est donc l'actuelle capitale de la Tanzanie à ce moment-là. Et donc il se trouve que il se passe pas grand-chose du coup, puisque vu qu'il va attaquer, il s'attend à une victoire rapide, sauf que en fait, Leto Vorbeck il s'était préparé à une attaque, et donc ça va pas marcher. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va attaquer, et directement entre le 2 et le 5 novembre, débarquer sur les plages de Tanga en pensant obtenir une victoire rapide. Entre le 2 et le 5 novembre, 8000 Indiens réservistes vont se faire piler, massacrer et se faire renvoyer à la mer par à peine 1100 hommes de Leto Vorbeck qu'il avait réussi à rassembler. À 8 contre 1, Leto Vorbeck gagne, et de manière assez simple, grâce à des techniques d'embuscade et d'attaque surprise, il va renvoyer à la mer le général Aitken. Le second jour, Aitken ordonne une attaque qui est également repoussée par la garnison de Tanga, fortement embusquée. Dans l'après-midi, ça tourne carrément au combat d'embuscade, et le 4 novembre, Leto Vorbeck, c'est lui-même qui déclenche une offensive qui oblige les Indiens à réembarquer sans armes ni bagages. Et ça, c'est très important de le noter, puisque ça va être une stratégie qui va adopter tout le long de cette campagne, puisque oui, il va partir en campagne après, puisque dans leur désastreuse retraite, ils abandonnent fusils, mitrailleuses et plus de 600 000 cartouches qui seront bien utiles aux halls allemands pour poursuivre le combat. Donc, une armistice est conclue le 5 novembre pour évacuer les blessés. L'histoire retiendra même que c'est Leto Vorbeck qui va proposer, autour d'un petit cognac, tout simplement de lui fournir des médicaments, en fait les mêmes médicaments que le gars avait abandonnés sur la plage. Il lui dit on va soigner tes blessés, il n'y a pas de problème, puis tu rentres chez toi, et puis t'arrêtes de me faire chier. Et puis tu sais quoi, tu vas même me laisser l'alcool en prime. Et ça fait plaisir. Donc le bilan de cette bataille, qui a duré quand même 3 jours, donc sur 3 jours, 3 escarmouches, le bilan est de 487 blessés, 360 tués pour la brigade indienne, contre 81 blessés et 61 tués pour le camp allemand. Voilà, donc on est sur un rapport de 1 pour 6, alors qu'ils étaient à un rapport inverse de 1 pour 8. Voilà, donc le type, il a des hommes qui lui font confiance, et donc il sait mener sa barque. Au cours de cette expédition, il va continuer, puisque vu qu'il a gagné, pourquoi s'arrêter sur cette lancée? Il va donc décider de contre-attaquer. Donc une fois que les Anglais ont battu en retraite à Tanga, il va lever le camp, et il va partir pour le Kenya britannique. Tu as dit tout à l'heure qu'effectivement, le bulldog anglais et ses colonies, en fait, n'avaient pas vraiment à craindre les attaques allemandes, et c'est le cas, sauf de cet homme. Leto Vorbeck est le seul général allemand à être revenu victorieux des colonies. Et quand je dis victorieux, c'est pas il a ramené 1 ou 2 victoires. Non, le type n'a pas connu une seule défaite jusqu'à la fin de sa campagne. Et vous allez voir qu'elle va être longue, sa campagne, puisque entre 1914 et 1918, il va faire beaucoup de dégâts dans le Kenya et dans les pays limitrophes. Alors le 18 janvier 1915, par exemple, à la bataille de Jassine, il va gagner contre les Britanniques, d'ailleurs contre l'attente de tout le monde, puisque même lui est surpris d'avoir gagné. Il va tout de même y perdre des lieutenants et des soldats très expérimentés, mais de son point de vue, ce qui est plus important, c'est pas forcément de gagner, mais de gagner du temps. Parce qu'il sait que son adversaire est théoriquement supérieur sur absolument tous les rapports, et il sait parfaitement que l'Afrique de l'Est, c'est qu'un théâtre secondaire dans lequel l'idée c'était d'agripper un maximum de forces de l'Alliance pour justement les retarder, et que ce soit des hommes qui ne soient pas envoyés sur le front principal, c'est-à-dire en Europe. Et donc il mène constamment une guerre de guérilla qui remplit impeccablement ses objectifs. Il dirige avec audace ses hommes dans des incursions dévastatrices au cœur des provinces britanniques du Kenya et de la Rhodésie, lesquelles visaient spécifiquement les forts, les chemins de fer et les communications britanniques. La logique militaire sous-jacente, c'est que s'il parvenait à distraire du front européen dans son secteur, il pouvait contribuer à la victoire des forces allemandes sur le front principal. Évidemment, tout ceci est coupé de la communication avec l'Europe, donc il fait comme il peut, et en imaginant que ce qu'il le fait, il le fait bien, quoi, et que de toute façon, ça pourra faire gagner peut-être du temps à des troupes européennes. Au cours de ces événements ravageurs, le général von Leto Vorbeck réussit à lever une armée de plus de 12 000 soldats africains parfaitement entraînés et disciplinés, comprenant un minuscule noyau d'Européens composé essentiellement de troupes d'infanterie de marine, de marins et de colons.
Alors, ces indigènes qui sont parfaitement disciplinés et qui composaient la grande majorité, à peu près 98% tout de même, de ces effectifs, ce sont des askaris. Les askaris de la Schutztruppe, qui avaient été armés en grande partie grâce aux prises effectuées sur les Britanniques. Ces soldats coloniaux se taillent rapidement une réputation méritée de combattants farouches à la loyauté indéfectible envers cet officier allemand, qui s'adressait à eux en leur propre langue et que tous ses pairs respectaient. Il se trouve que les askaris, donc on va en parler un petit peu plus, la traduction c'est un mélange entre un mot arabe et un mot somalien ou perse qui vient de asker, qui veut dire soldat, tout simplement. En fait, les askaris, elles ont été utilisées par toutes les troupes en Afrique. C'est simplement que les askaris allemandes, elles avaient bénéficié d'une éducation militaire allemande. Et c'est ça où c'est très important, c'est-à-dire que, pour la suite, là où c'est rigolo, c'est que la discipline allemande, on peut pas leur enlever que ils ont quand même une armée très disciplinée. Et donc, les askaris profitent également de ces enseignements militaires. Ils ont également droit à du bon matériel, à une bonne solde, ce qui fait que généralement, quand vous êtes bien payé, vous avez plus envie de vous mouiller le maillot. Et elles ont été énormément utilisées par les Allemands, qui, dès 1880, globalement, composaient déjà des troupes qui ne sont pas considérées comme des troupes d'élite, mais qui sont tout de même considérées et valorisées vachement plus que par les autres pays européens. Et c'est là où justement ça devient intéressant, c'est que Leto Vorbeck appréciait et surtout estimait ces hommes qui, on le rappelle, n'ont pas la même couleur de peau que lui, et dans ce contexte de guerre justement coloniale, le facteur racial, il est très important. Et le fait de défendre et de prendre fait et cause pour ses troupes et pour ses hommes, ça a beaucoup joué en sa faveur, et ça lui a notamment valu beaucoup de mérites qu'on reverra par plus tard. Il faut savoir également que ce monsieur, il n'est pas né la dernière pluie non plus, c'est-à-dire que c'est un bon stratège, mais il sait également récupérer tout ce qui peut l'être. Il pratique une forme de terre brûlée, mais dans la jungle, ce qui ressemblerait plus à les techniques de guérilla qu'on retrouvera au Vietnam par exemple. Puisque par exemple, lorsque, petit fait de guerre, en 1915, il y a un navire allemand, le SMS Königsberg, qui est coulé. En fait, il est mis à l'eau dans le delta du fleuve, rue Fidji, par les Belges. Et le truc, c'est que plutôt que de le laisser couler et sombrer dans le delta, qu'il peut pas complètement couler, puisque c'est quand même un gros bateau qui a pas tant de fond, le mec il recrute les marins en leur disant les gars, vous savez quoi, vous allez bosser pour moi et on va même faire un truc, c'est qu'on va récupérer les canons sur votre bateau et on va en faire des canons d'infanterie. Voilà. Donc le mec il a juste créé des canons de campagne à partir de débris de croiseurs. Voilà, donc le mec il a pas d'armée, il part avec 3 fusils et avec 1000 hommes, et il revient, il a une armée de 12 000 hommes, ils sont surarmés et ils ont de l'infanterie. Comment ce mec fait ? Je ne sais pas, une sorte de MacGyver allemand. Il se trouve qu'en plus de ça, le gars a une autre alliée pendant toute sa campagne, c'est que, comme je vous l'ai dit, ce sont des troupes extrêmement expérimentées qui voyagent avec lui, mais ce sont également des troupes qui ne possèdent pas de véhicules. Et c'est très important puisque la plupart des combats vont se dérouler dans la jungle. Et l'acheminement du ravitaillement, des fusils, des troupes, est vachement facilité lorsque vous avez des véhicules, sauf lorsque votre territoire, c'est un territoire qui est bordé de jungle. Et du coup, les askaris, eux, ils sont tout habitués à porter sur le dos. Donc la majorité de son armée, en réalité, ce sont des porteurs, des gens qui vont servir tout simplement de mules humaines, et donc ce sont des gens en parfaite condition physique pour affronter les rudes conditions climatiques et surtout épidémiologiques de la jungle, puisque lorsque les soldats britanniques et belges vont arriver pour essayer de l'arrêter, on rappelle que du coup, Jan Smuts, le général anglais qui va décider d'arrêter un petit peu l'avancée de cet homme, va mobiliser plus de 45 000 hommes, pour en arrêter 12 000 on rappelle, pour l'arrêter dans la jungle. Et là encore, en 1916, Von Leto, va se servir de toutes ces conditions pour bouter les Anglais hors du Kenya, tout simplement. Donc il va simplement, encore une fois, reculer pour mieux sauter, puisqu'à chaque fois que les Anglais vont s'approcher de ces bases, ils vont simplement la reculer jusqu'à ce que suffisamment d'Anglais tombent malades pour pouvoir contre-attaquer dès qu'ils avaient décidé que le terrain était suffisamment avantageux. Et généralement, c'est toujours avec des conséquences un peu humiliantes pour ses adversaires, ce qui fait que, on va dire qu'il irrite un petit peu les généraux en face. Bon, évidemment, vous vous doutez bien que cette Dolce Vita allemande va s'arrêter un moment parce que, en sous-nombre effectif, encerclé de tous les côtés et par, comme tu l'as très bien dit, le bulldog anglais qui ne voudra plus jamais lâcher sa proie, il va se retrouver acculé. Et donc, il ne peut pas empêcher les Britanniques d'engager de plus en plus d'effectifs et au final, il va finir à se mettre à dos les Sud-Africains, les Portugais, les Belges. Et s'il arrive toujours à s'en échapper, en octobre 1917, acculé par des forces théoriquement écrasantes, il bat quand même spectaculairement les Britanniques à Maïwa. Et ouais, vous attendez à dire qu'il va perdre ? Non, puisque à Maïwa, il va mener une bataille contre les Britanniques où il ne perdra que 96 hommes contre 3000 pour les Britanniques, après 5 jours de combat dans les marécages ne figurant sur aucune carte. Voilà. Évidemment, au bout d'un moment, ça finit par s'arrêter, puisqu'il doit battre en retraite et son retrait est organisé en 1918.
un petit peu justement avant la fin de la guerre, et il est obligé de se rapatrier. Il se trouve qu'il n'est pas tout seul à être rapatrié, puisqu'il organise le rapatriement de ses soldats allemands, mais également de ses prisonniers de guerre, et il veille à s'assurer que le traitement équivalent soit accordé à ses soldats africains. Parce que oui, je vous l'ai déjà dit, Let Overbeck, c'était un gentleman. Et il se trouve qu'il a vraiment beaucoup milité, il a beaucoup fait pour que les troupes qu'il ait accompagnées pendant justement cette campagne africaine soient traitées avec le même respect que des hommes sur le continent. Choses qui ont été faites jusqu'à l'avènement d'un petit parti mené par un petit Autrichien un petit peu teigneux avec une petite moustache sous le nez, qui va un petit peu délaisser évidemment ce petit contrat avec ses troupes coloniales. Mais la morale de cette histoire est toujours quand même un petit peu nuancée, puisque à l'image de nos indigènes, comme on les a connus aussi en 1945, qui se sont beaucoup retrouvés délaissés, et si vous n'avez jamais vu ce film de guerre qui s'appelle lui aussi Indigène, je vous invite à le voir, et qui parle justement de nos soldats tombés au combat qui se sont battus pour nous, des soldats des colonies qu'on appelait ces fameux indigènes qui se sont battus pour la France et qui ont été complètement délaissés et oubliés par elle. Et bien les Allemands, qui effectivement pendant un moment les ont oubliés, ne les ont pas oubliés totalement. Puisque, évidemment, suite à la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un trou. Le Parlement de la République fédérale Allemagne, en 1964, vote le financement des arriérés de salaire des askaris encore en vie. L'ambassade d'Allemagne de l'Ouest à Der al-Salam a identifié environ 350 anciens askaris qui étaient encore en vie. Et ils ont mis en place un bureau de caisse temporaire à Mzawa sur le lac Victoria. Le truc, c'est que c'était un petit peu compliqué après tout ce temps passé, puisqu'il en restait que 350, donc pour verser l'argent qui leur était dû, c'était un peu compliqué de les identifier. Et l'histoire est belle, c'est que je vous ai expliqué qu'ils avaient été formés à l'allemande, avec une rigueur qui leur est somme toute très propre. Et bien il se trouve que c'est ce qu'ils ont utilisé pour les identifier. Puisque seuls quelques demandeurs avaient pu produire des certificats qui leur avaient été remis en 1918, et ben du coup, ils ont dû se résoudre à une petite stratégie. Le banquier qui avait apporté l'argent à verser à ces fameux askaris, a eu une idée. On leur a remis à chacun un balai, et on leur a ordonné en allemand d'exécuter le manuel des armes, c'est-à-dire le rechargement, la tenue, etc. Personne n'a échoué à l'épreuve. Aucun de ceux qui avaient été devanteurs n'ont échoué à cette épreuve, et donc ils ont tous reçu leur pension, avec effectivement des arriérés et un petit peu de retard, mais les 350 anciens askaris ont pu être indemnisés pour leurs bons et loyaux services envers l'Empire allemand. Voilà. Je conclus rapidement du coup sur cet homme. Si je parle évidemment de cette figure allemande, c'est pas pour rien, c'est que déjà j'ai découvert son histoire assez récemment, mais c'est surtout l'histoire des askaris qui m'a plus touché. Tous ces coloniaux, comme on les appelait à l'époque et comme certains continuent de les appeler, eux aussi luttaient et se sont battus dans des guerres d'impérialisme qui leur ont pour beaucoup coûté la vie et beaucoup plus que ça. Et l'histoire de Leto Vorbeck, qui est teinté de panache et de frasques jusqu'à sa mort, reste surtout l'histoire d'un type qui est né du bon côté de la barrière et surtout du bon côté de l'Europe. Même s'ils ont perdu la guerre, il est quand même né dans la Sarre, il a reçu une bonne éducation, mais il n'a tenu qu'à lui en fait d'en faire profiter des gens qui eux n'y avaient pas accès. Et pourtant, il les a pris sous son aile et il les a considérés comme ses pairs. Voilà, je trouve que en termes de leçons de morale, même si dans des conflits il y a des belligérants, et effectivement, comme tu l'as dit, il y a des gens qui sont plus responsables que d'autres, il n'impute pas toujours toute la responsabilité à tous les gens qui sont impliqués dans ce conflit. Merci de m'avoir écouté. Et merci à toi de nous avoir fait partager ça, surtout. Franchement, c'est très intéressant. C'est vrai que c'est, comme tu l'as dit au début, c'est pas le genre de choses qu'on évoque forcément toujours quand on parle de la Première Guerre mondiale. Ça fait du bien aussi d'avoir le côté mondial, justement, d'un petit peu décrit. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va peut-être pouvoir mettre en avant avec ce projet un peu audacieux de un épisode par année. Et si vous êtes chaud, vous pouvez revenir faire d'autres chroniques dans le futur. Et quoi qu'il arrive, je pense qu'on le fera parce que pendant cet épisode, je me suis dit, putain, j'ai trop envie de parler de ça, et de ça, et de ça, et de ça. Et ça peut foisonner à mort, en fait. Tout ce qu'il y a à dire, tout ce qu'il y a à préciser, c'est complètement fou. Et l'anecdote que tu nous as donnée aujourd'hui, Mika, cet individu, ces batailles dans les colonies, ça fait partie des choses qu'on peut apprendre justement grâce à ça. Donc merci. Merci à toi. Avec plaisir. Sachant que, évidemment, c'est une chronique un petit peu courte que j'ai évidemment raccourcie pour les besoins de l'épisode. Mais quand on mène des recherches là-dessus, on se rend très vite compte que ces empires coloniaux, l'allemand, les empires coloniaux britanniques, etc., en fait, ils sont pas sereins à ce moment-là. Ils sont également secoués de heurts. Il y a beaucoup également de guerres de clans. Il y a beaucoup de petites de rébellions et tout contre ces empires coloniaux qui, pour le coup, sont vraiment surarmés, possèdent des vraies administrations, mais qui sont pas toujours aimés partout. Ce qui fait que c'est pour ça que Leto Vorbeck va être beaucoup apprécié. Là où il va passer, c'est que quand il va arriver au Kenya, en fait, plutôt que de proposer aux gens des milliers des cents, ils vont simplement les recruter en leur disant, les gars, si on n'allait pas juste casser la gueule aux Anglais, et il y a beaucoup de gens qui vont le suivre
uniquement pour cette raison. C'est parce que voilà, il va recruter des populations locales, il va recruter des civils, des gens qui ne va pas forcément armer, des gens même qui ne savent pas se battre, mais simplement pour l'aider dans sa croisade contre l'Angleterre, entre guillemets. Et je trouve que c'est important de se rendre compte de l'inimitié et de toutes ces velléités qu'ont pu apporter en fait justement ces empires coloniaux et dont on paye encore aujourd'hui les pots cassés suite à nos différents passés coloniaux. Évidemment, je fais référence à l'Algérie, je fais référence au Maroc, je fais référence à la Tunisie, qui pour beaucoup ont encore une histoire tenace avec notre pays, qui n'a pas toujours été tendre avec. Voilà. Merci encore une fois. Moi, ce que je pense que ce qu'on fera, c'est qu'il y aura un autre épisode sur 1914, parce que là, c'est l'entrée en guerre. Donc je pense que le prochain rendez-vous, chers auditrices, chers auditeurs, chers tous, ce sera en décembre 2024 pour finalement l'autre pendant. Ça y est, on est dedans, ça y est, c'est la guerre, pam. Et puis on commencera après 1915, etc., etc. Donc en attendant, nous, ce qu'on vous souhaite, c'est une bonne soirée. On espère que ça vous a plu. Dites-le dans les commentaires, partagez, likez. Enfin bref, vous connaissez la chanson finalement, et on vous retrouvera probablement le lundi qui suit pour un épisode classique de Tout et de Rien. Je ne sais pas exactement lequel. Dans tous les cas, merci à vous encore une fois d'être à l'écoute de ce qu'on vous raconte. Des bisous à tous. Merci beaucoup. Et pas suffisamment développé pour être. Pour être. Oh, le suspense. Ah ouais, Ah. j'avoue, je suis- Pour développer. Pour être. Pour être. Ah putain, dommage. Pour être réparé, pour être Efficace. Je crois qu'on est en train de le perdre. Non. Amenez-moi de quoi le réanimer. 1, 2, 3, 4. Franck. J'ai- Oh, il continue à parler. Ah, on t'entend plus. Oui, j'avais compris. J'avais Ah, dit, ok. On n'était pas sûr. mais je ne sais pas où vous avez arrêté d'entendre. Pour être. Pour être. le chemin Et de la fer. phrase d'avant, pour être- c'était quoi C'était Ça quoi parle du chemin de fer qui n'était pas suffisamment développé pour être. Pour être. Ah, pour être utile. Non. Ah putain. dans le début. Moi, je l'entends plus. Ce qui est intéressant. Oula. Oula. Attends, Ah, attends. on a loupé au moins, je pense, 50 secondes de ton début. Il y a eu Allô un petit. Oui, il y a eu un petit cut. Faut m'entendre. Allô. Ja, Bonjour. ja, on t'entend. Ok, non, parce que j'ai l'impression que ça passe aussi bien que les téléphones de Zimmerman. J'ai la ref.